Il n'y a pas si longtemps, les rôles étaient inversés. L'Algérie, c'était la puissance régionale par excellence. Un territoire immense, une rente pétrolière et gazière massive, une armée bien équipée, un discours révolutionnaire qui séduisait la gauche du monde entier. Et surtout, un réseau diplomatique dense, structuré, enraciné sur tout le continent africain. Dans les années 70, l'Algérie est au sommet de son influence. Elle préside des sommets, héberge des mouvements de libération, finance des guérillas, soutient la cause palestinienne et s'impose comme le porte-voix des pays non alignés. L'organisation de l'unité africaine est largement sous sa coupe, ses alliés sont nombreux, ses relais puissants. Le Sahel, c'est son arrière-cour. Bamako, Niamey, Nouakchott, tous lui doivent quelque chose. Pendant ce temps-là, le Maroc avance à tâtons, conflit du Sahara, isolement continental, diplomatie prudente. En 1984, il quitte même l'OUA pour protester contre l'admission de la RASD, un retrait qui durera plus de 30 ans. Pendant ce temps, Alger prospère, rayonne, tisse des alliances, et Rabat, de son côté, semble à l'étroit. Seul contre tous, marginalisé dans sa propre région. À cette époque, la domination de l'Algérie est incontestable. Le Maroc est perçu comme le pays en difficulté. L'Algérie, elle, comme le patron tutélaire de la région. Un pays modèle pour certains, un contre-pouvoir pour d'autres. Mais dans tous les cas, un acteur central. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. Ce n'est plus le Maroc qui manœuvre en terrain hostile. C'est l'Algérie qui se retrouve isolée dans sa propre région. Le Maroc a avancé méthodiquement. Il a construit des relations solides, posé des bases durables, élargi ses alliances, sécurisé ses positions. Et pendant ce temps, l'Algérie a accumulé les erreurs stratégiques. Des erreurs qui ont fini par fracturer son réseau d'influence et par tendre ses relations avec tous ses voisins. Résultat, Alger est encerclé. Au nord, ses deux principaux partenaires européens ont basculé. Au sud, les pays sahéliens historiques prennent leur distance. À l'est, elle s'est mise à dos la Libye. Et à l'ouest, même la Mauritanie commence à regarder ailleurs. Ce n'est plus une simple perte de terrain, c'est une perte d'équilibre. Et dans cette bascule, chaque pays a son histoire. Chaque écart révèle une erreur, un choix mal calculé, une opportunité que le Maroc a su saisir. On va maintenant les analyser, un par un. Dans l'inconscient collectif espagnol, le Maroc incarne un rival historique. Il y a le souvenir de l'Andalousie, perçue comme une cicatrice jamais refermée. Il y a la colonisation du nord marocain, la guerre du Rif, les protectorats partagés avec la France. Et il y a surtout la perte du Sahara occidental, que l'Espagne a dû abandonner sous pression, et que le Maroc a rapidement réintégré à sa souveraineté. À cela s'ajoutent les enclaves de Ceuta et Melilla, toujours occupées, et que le Maroc refuse de considérer comme une situation normale. Cette mémoire conflictuelle a laissé des traces profondes. Elle traverse tout le spectre politique. La gauche, influencée par les récits postcoloniaux, présente le Maroc comme un occupant et le Polisario comme un mouvement de libération. La droite, marquée par l'orgueil national et l'héritage impérial, voit dans le Maroc un État concurrent, porteur d'un projet régional qui pourrait un jour remettre en cause le statut de Ceuta, Melilla, voire des Canaries. Même les élites centristes, souvent plus technocratiques, gardent une méfiance instinctive. Dans ce contexte, l'hostilité envers le Maroc n'est pas marginale, elle est enracinée. Elle dépasse les clivages partisans et s'exprime aussi bien dans la presse, dans l'administration, que dans les cercles diplomatiques. C'est cette culture politique qui permet, en 2021, l'accueil discret du chef du Polisario pour des soins médicaux. Un acte que Madrid croyait secondaire, presque anodin, mais que Rabat a immédiatement identifié comme un geste de rupture. Le Maroc prend des mesures immédiates. Il suspend la coopération sécuritaire, interrompt le partage d'informations sensibles et laisse les migrants franchir les barrières. Il envoie un message très clair à l'Espagne, un partenariat stratégique suppose le respect. Et on ne peut pas soutenir nos adversaires tout en comptant sur notre bonne volonté. Face à cette fermeté, Madrid panique, la ministre des Affaires étrangères est limogée. Et quelques mois plus tard, Pedro Sánchez annonce publiquement que l'Espagne soutient le plan d'autonomie marocain pour le Sahara. C'est un basculement géopolitique. L'Espagne rejoint officiellement le camp de ceux qui considèrent le Maroc comme un pôle de stabilité, un acteur sérieux et un allié régional. L'Algérie réagit dans l'émotion. Elle rappelle son ambassadeur, rompt le traité d'amitié, suspend la coopération économique et multiplie les menaces dans ses communiqués. Mais cette agitation diplomatique produit l'effet inverse. Elle conforte l'idée que l'Algérie est imprévisible, nerveuse, incapable de gérer un désaccord sans sombrer dans l'escalade. Depuis, les tensions se sont atténuées, mais rien n'est revenu à la normale. L'Espagne sait qu'elle ne peut pas compter sur un partenaire aussi instable. Et même si elle continue d'échanger avec Alger par nécessité, c'est avec le Maroc qu'elle construit l'avenir. Un avenir basé sur des intérêts partagés, une vision stratégique et des intérêts communs comme l'organisation de la Coupe du Monde 2030.
Quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, il est convaincu qu'il peut réconcilier la France et l'Algérie là où tous les autres ont échoué. Il se croit plus intelligent, plus moderne, plus habile que ses prédécesseurs, et il décide de faire de cette réconciliation une priorité personnelle. Il multiplie les gestes de bonne volonté, les visites officielles, les déclarations mémorielles et entraîne toute la diplomatie française dans une opération séduction où chaque mot est choisi pour flatter l'ego des dirigeants algériens, quitte à faire ramper la France. Dans le même temps, l'affaire Pegasus éclate. On apprend que le Maroc aurait espionné plusieurs personnalités françaises, y compris le président Macron lui-même. Vrai ou faux, peu importe, la méfiance s'installe, les tensions montent, et la France décide de prendre ses distances avec Rabat pour se rapprocher d'Alger. Pour l'Algérie, c'est une fenêtre de tir exceptionnelle. Un président naïf, des tensions diplomatiques entre Rabat et Paris, et une France prête à tout pour renouer avec Alger. Mais au lieu de marquer des points, l'Algérie gaspille cette opportunité comme elle a gaspillé toutes les autres. Elle ne propose aucun projet solide, aucun partenariat structurant, aucune vision d'avenir. Elle se contente de réclamer des symboles et des déclarations, et plus elle obtient, plus elle en demande, dans un engrenage qui frôle l'absurde, comme si sa propre élite était incapable de gérer une relation adulte avec un pays qu'elle ne cesse de haïr, tout en le suppliant de la respecter. La France, elle, finit par ouvrir les yeux. Elle tend la main, elle se fait humilier. Elle propose des accords, elle se fait insulter. Elle tente de bâtir une relation équilibrée, mais elle se heurte à une diplomatie algérienne paranoïaque, instable, incapable d'honorer ses engagements ou de masquer son agressivité chronique. Pendant ce temps, le Maroc ne répond à rien, n'entre dans aucun jeu, mais laisse le silence faire son travail. Quand la France tente de se rapprocher à nouveau, le Maroc pose une condition claire. Pas de retour à la normale sans un soutien public, ferme et définitif à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Entre-temps, les projets liés à la Coupe du Monde se préparent, les alliances se resserrent, les États-Unis renforcent leur position, et la France comprend qu'elle est en train de se faire marginaliser dans une région qui était son précaré quelques décennies en arrière. Elle finit par céder, elle clarifie sa position sur le Sahara, renforce ses engagements économiques, relance les coopérations dans la sécurité, la logistique, la formation, et réinstalle progressivement sa diplomatie là où elle avait failli tout perdre. Mais le Maroc, lui, ne réclame aucun symbole. Ce ne sont pas les symboles qui remplissent le frigo, et Rabat l'a très bien compris. L'Algérie, fidèle à elle-même, réagit avec violence. Communiqués outrés, rappels d'ambassadeurs, menaces à peine voilées. Mais là encore, tout est déjà joué. Paris a tranché, Rabat a regagné l'initiative, et Alger s'est elle-même sortie de l'équation juste par son incapacité chronique à se comporter comme un partenaire stable. Le Sahel a longtemps été perçu par l'Algérie comme son arrière-cour naturel. Le Mali et le Niger, deux pays frontaliers, historiquement liés par les réseaux militaires, les échanges sécuritaires et les médiations politiques, faisaient partie intégrante de cette zone d'influence stratégique. Alger s'y présentait comme le garant de la stabilité, le parrain régional, l'interlocuteur incontournable. Mais les récents bouleversements politiques ont fait voler en éclats cette illusion de contrôle. Quand les régimes militaires prennent le pouvoir à Bamako puis à Niamey, l'Algérie pense pouvoir maintenir son rôle en reconduisant ses schémas habituels. Activation des accords d'Alger, menaces voilées, sommet diplomatique à sens unique. Mais les nouvelles autorités n'ont ni la même patience, ni les mêmes priorités. Elles refusent les recettes du passé, dénoncent l'ingérence et affirment leur volonté de souveraineté pleine, sans médiateur tutélaire ni tuteur régional. Face à ce changement de ton, Alger panique. Au lieu d'ajuster sa posture, elle choisit la confrontation. Elle accuse les régimes militaires de trahir l'ordre constitutionnel, elle menace de représailles, elle multiplie les déclarations intempestives contre la présence de Wagner, elle impose son agenda sur les négociations avec les groupes Touareg, et dans un moment de tension maximale, elle franchit une ligne rouge. Un drone malien est abattu par l'armée algérienne. Cette action provoque une onde de choc immédiate. Le Mali durcit sa position, resserre ses alliances et réduit drastiquement les canaux de dialogue avec Alger. Le Niger, faisant partie de l'alliance des États du Sahel, s'aligne avec le Mali et s'inscrit dans la même logique d'émancipation régionale. Et dans cette recomposition, un acteur y voit une opportunité, le Maroc. Il envoie des signaux diplomatiques, il active ses relais économiques, il multiplie les initiatives de coopération dans les domaines militaires, logistiques, technologiques, et surtout il pose les fondations d'un projet d'envergure, la route transsaharienne qui reliera Dakhla à la frontière nigérienne en passant par le Mali. Ce projet redessine la géographie régionale.
Il offre aux deux pays sahéliens un accès direct à l'Atlantique, une alternative au circuit classique, et surtout une solution stratégique à leur isolement économique. C'est un levier structurant qui crée une interdépendance réelle et positionne le Maroc comme un partenaire crédible et concret. Aujourd'hui, le Mali et le Niger considèrent Rabat comme un acteur fiable pendant que l'Algérie est perçue comme une menace. Cette évolution n'est pas le fruit d'une campagne d'influence, mais celui d'une diplomatie marocaine cohérente, lisible, patiente, et d'une Algérie qui se discrédite à force d'agitation. Cette zone qu'Alger croyait acquise pour toujours, c'est maintenant Rabat qui tient la corde. Pendant longtemps, la Libye de Kadhafi était un pilier du front anti-marocain en Afrique du Nord. Un soutien actif du Polisario, un partenaire stratégique d'Alger, un relais idéologique dans l'Union africaine. Le régime libyen finançait, armait, relayait la propagande séparatiste. Et malgré ses excentricités, il représentait pour l'Algérie un allié solide. Avec sa chute en 2011, Alger perd bien plus qu'un partenaire. Elle perd un axe stratégique entier dans sa politique régionale. Depuis cette chute, deux blocs s'affrontent. Le gouvernement de Tripoli, soutenu par le Qatar et la Turquie, et les forces de Benghazi, dirigées par le maréchal Haftar, soutenues par les Émirats et la Russie. L'équilibre est fragile, les tensions sont constantes, l'Algérie décide de choisir un camp. Elle se range derrière le gouvernement de Tripoli et donc derrière le Qatar et la Turquie et attaque verbalement ses adversaires. Tebboune va jusqu'à menacer d'intervenir militairement. Encore une fois, l'Algérie transforme une crise en conflit personnel, et avec le recul, c'est le camp de Haftar qui progresse. Ses troupes contrôlent aujourd'hui une large partie du territoire, y compris une portion frontalière directe avec l'Algérie. Et Alger, en choisissant l'affrontement verbal, s'est mis en position d'hostilité sans même que cela soit nécessaire. Juste un ennemi de plus, né d'une diplomatie irréfléchie. De son côté, le Maroc n'a pas cherché à deviner l'avenir. Il n'a soutenu ni Tripoli ni Benghazi, il n'a prononcé aucune menace, il n'a pris aucune posture. Il a offert un cadre de discussion. La plateforme de Bouznika est devenue l'un des rares espaces où les factions libyennes peuvent se rencontrer, discuter, envisager un futur. Le Maroc ne dicte rien, n'impose rien. Il facilite, il sécurise un espace neutre pour que les Libyens eux-mêmes trouvent un terrain d'entente. Résultat, Rabat entretient des relations diplomatiques équilibrées avec tous les blocs libyens. Il ne s'est pas créé d'ennemis. Il n'a pas parié sur le mauvais camp vu qu'il n'a pas parié du tout, il a trouvé le juste équilibre entre présence positive et non-alignement. Et il est perçu aujourd'hui comme l'un des rares acteurs crédibles pour accompagner une sortie de crise. Là encore, la différence saute aux yeux. L'Algérie a perdu un allié historique et s'est inventé une nouvelle frontière hostile. Le Maroc, lui, s'est assuré que, peu importe l'issue, il resterait un partenaire écouté. La Mauritanie a toujours été un voisin stratégique pour l'Algérie. Un pays frontalier, arabe, saharien, historiquement méfiant à l'égard du Maroc. Pendant des années, Alger a entretenu une influence directe à Nouakchott en jouant sur la peur de l'expansion marocaine, en activant la carte sahraoui et en finançant des réseaux diplomatiques ou sécuritaires dans les cercles du pouvoir. Mais malgré cette pression constante, la Mauritanie n'a jamais basculé totalement dans le camp algérien. Elle a refusé de rompre avec Rabat, a maintenu un langage neutre sur le dossier du Sahara et a toujours cherché à préserver une posture d'équilibre. Même quand les tensions montaient entre ses deux voisins, la Mauritanie gardait sa ligne. Ne s'aligner sur aucun des deux, résister aux provocations, continuer à dialoguer avec chacun, mais cette neutralité n'est pas éternelle. Ces dernières années, on observe une série de gestes concrets qui montrent que Nouakchott se rapproche de plus en plus de Rabat. Rencontres officielles entre chefs d'État, projets de coopération économique, initiatives conjointes dans le domaine des infrastructures et surtout, intensification des échanges commerciaux. L'Algérie a tenté un rapprochement avec la Mauritanie, multiplication de rencontres bilatérales, invitation à des sommets réunissant les pays du Maghreb, sauf le Maroc bien sûr, mais la Mauritanie a toujours refusé ces avances. Un seul projet a vu le jour, l'ouverture d'une route terrestre entre les deux pays. Un événement présenté comme historique, mais sans aucun écho économique réel. Très peu d'échanges, aucune interdépendance, aucune dynamique de développement. Et même cet épisode a tourné à la gêne diplomatique. Le garde du corps du président mauritanien est tué en territoire algérien dans des circonstances obscures. Pas de communiqué, pas d'explication, pas de suite. Depuis cet incident, un froid s'est installé. Pendant ce temps, le Maroc a multiplié les initiatives bilatérales, intègre la Mauritanie dans ses projets logistiques, ouvre un nouveau poste frontalier entre Smara et Birmogrine, ce qui laisse penser que la Mauritanie va intégrer la nouvelle route transahélienne et reconnaît de facto le Sahara comme marocain, renforce les liens commerciaux autour du passage de Guerguera et crée des ponts réels entre les deux économies.
Le message est clair, le Maroc et la Mauritanie sont en train de préparer quelque chose. Ce basculement discret est une victoire silencieuse pour Rabat. Encore un pays régional qui penche du côté du Maroc et isole un peu plus l'Algérie. Dans un contexte régional où l'Algérie accumule les tensions et les ruptures, la Tunisie fait figure d'exception. C'est le seul pays qu'Alger a réussi à arrimer complètement. Grâce à une stratégie d'influence économique, énergétique et politique menée avec régularité. Dans un moment de fragilité extrême, l'Algérie a tendu la main, et la Tunisie a accepté. Le régime de Kais Saïed, isolé, affaibli, contesté à l'intérieur comme à l'extérieur, avait besoin de relais pour maintenir une forme de stabilité. L'Algérie a fourni du gaz, de l'argent, des partenariats sécuritaires et surtout une reconnaissance politique dans un moment où l'Occident devenait critique. En échange, elle a obtenu ce qu'elle voulait depuis longtemps. Une fidélité sans condition, une ligne diplomatique alignée, un pays frontalier devenu vassalisé. L'épisode du sommet Japon-Afrique en 2022 marque ce basculement. La Tunisie accueille le chef du Polisario malgré les risques diplomatiques. Elle assume le geste malgré la rupture immédiate avec Rabat. Et depuis, elle n'a jamais infléchi sa position. Elle a choisi son camp et elle s'y tient. Pour l'Algérie, c'est une victoire nette. Un voisin devenu relais, une diplomatie régionalisée, un front diplomatique stabilisé à l'est. Alors que ses relations se détériorent au nord, au sud et même à l'ouest, elle sécurise au moins une frontière. Et même si cette influence repose sur une instabilité permanente, elle fonctionne. Le Maroc, lui, n'a plus d'attente envers Tunis. Il ne cherche plus de médiation. Il ne propose plus d'ouverture. Il prend acte d'un réalignement durable. Et il concentre son énergie sur les autres axes. Dans une région mouvante, la Tunisie reste aujourd'hui l'unique succès géopolitique de l'Algérie. Pendant des années, l'Algérie a construit sa politique étrangère autour d'un objectif clair, isoler le Maroc. Elle a fermé ses frontières terrestres, rompu les relations diplomatiques, suspendu le gazoduc, mobilisé ses relais régionaux et tenté de rallier ses voisins à un front anti-marocain. Elle a misé sur la pression, le rejet, l'exclusion, mais ce projet s'est retourné contre elle. Parce qu'en essayant d'asphyxier le Maroc, elle a surtout révélé ses propres failles. Une diplomatie rigide, incapable d'adaptation. Des dirigeants enfermés dans leur obsession polissarienne. Une politique étrangère construite non pas sur des intérêts communs, mais sur la volonté de nuire. Et partout où elle a tenté d'imposer sa ligne, elle a récolté l'inverse. L'Espagne, la France, le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Libye, tous ces pays ont à des degrés différents fini par se rapprocher du Maroc et s'éloigner de l'Algérie. Alger a accumulé les ruptures, les réactions épidermiques. Ce n'est pas un isolement subi, c'est de l'auto-sabotage. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le Maroc a une fenêtre de tir unique. L'appareil politique algérien est l'un des plus inefficaces de la région. Il confond autorité et brutalité, influence et intimidation, stratégie et orgueil. Et tant qu'il reste en place, il rend service au royaume. Il discrédite ses alliances, affaiblit ses relais, sabote ses propres objectifs. Alors, il ne faut pas espérer un changement à Alger. Il faut espérer que rien ne change. Aucun gouvernement dans l'histoire contemporaine n'a autant aidé le Maroc à renforcer sa position régionale, pas même ses meilleurs alliés. Comme a dit Napoléon, ne jamais interrompre un ennemi qui est en train de faire une erreur. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, qui partagent, qui commentent, qui m'envoient des messages pour encourager ce travail. Même si je ne réponds pas à tout le monde, je vous lis et vous remercie tous. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite.